Nous allons pouvoir démarrer ce webinaire qui va parler pendant à peu près une heure d'IA générative dans le domaine de la créativité et du design. Comment est-ce que cette nouvelle technologie arrive dans les métiers, des cas concrets. Et puis, on aura une réflexion sur le rôle d'une école, comme l'école de design Nantes-Atlantique, sur l'intégration de ces mutations au sein même de ces formations. Euh, pour commencer ce webinaire, je vous propose tout d'abord de me présenter moi. Donc, je serai votre coach, votre hôte pour cette présentation. Je m'appelle Florent Michel, je suis responsable de l'innovation digitale et de l'IA à l'école de design. Je travaille à l'école depuis assez longtemps maintenant, depuis plus de 10 ans. J'ai été responsable de la formation UX Design pendant assez longtemps. Et puis, avec ces mutations et cette évolution des métiers, j'ai ce nouveau rôle depuis 2025 sur une réflexion plus globale sur l'innovation digitale. Dans cette présentation, je vais commencer juste par rappeler un peu ce qu'est l'école. Donc, l'école de design, c'est une grande école de design, importante dans le paysage français de l'enseignement supérieur. On est une école qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec le statut que l'on appelle ESPIG. ESPIG, c'est Enseignement supérieur privé d'intérêt général. Donc ça, c'est une reconnaissance de la qualité d'une part de nos formations, de l'insertion professionnelle, et puis, comme on est une association à but non lucratif, du rôle d'intérêt général de former une génération de designers et de s'assurer de leur insertion dans le monde professionnel et que leur valeur ajoutée pour les entreprises permette d'avoir des entreprises qui prennent plus en charge les humains et l'évolution de notre société pour un monde plus malin, plus durable, plus écologique. On est une école de la Chambre de commerce et de l'industrie de Nantes-Saint-Nazaire et puis on est soutenu par la région Pays de la Loire. Assez tôt, l'école de design s'est orientée vers l'international et on peut se prévaloir d'être la plus internationale des écoles de design en France notamment, avec à la fois ce fief historique qui est en France à Nantes, et puis différents studios à l'étranger. Donc on a des studios qui sont répartis sur les différents continents, en Chine, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, avec la possibilité pour nos étudiants de faire leurs études à l'international, notamment sur les années de master. Et puis, on a ouvert deux écoles partenaires qui sont à Cotonou au Bénin, Africa Design School, et puis NACA, qui est un centre de design franco-chinois à côté de Shanghai en Chine. Donc, en tout, on a plus de 2500 étudiants, dont un tiers à l'international, avec ces antennes et ces écoles qui sont de différentes nationalités et avec beaucoup de partenaires académiques internationaux, à la fois des entreprises en France et à l'international, et donc ces studios internationaux. Juste pour terminer sur la présentation de l'école, je tiens à rappeler la reconnaissance de nos diplômes par l'État et le fait que ce soit des diplômes visés avec grade de master. Donc c'est le plus haut niveau de reconnaissance que l'on peut avoir sur la reconnaissance académique et ce qu'on appelle les diplômes reconnus par l'État. Donc on a beau être une association à but non lucratif, on a un statut privé et donc cette reconnaissance est assez rare dans le secteur de la formation privée. Pour cette présentation, je vous propose de le faire en plusieurs parties. La première étant une réflexion un peu plus générale sur l'homme et la technique et la technologie avant de rentrer dans le sujet de l'intelligence artificielle et puis d'aller plus spécifiquement au cas d'usage dans le design et au-delà des cas d'usage dans le design à la réflexion que l'on peut avoir au niveau de comment est-ce qu'on apprend le design dans ce monde en particulier, en espérant que cela vous convienne. Euh, Vous avez la possibilité de poser des questions. Il y a une partie Q&R dans le Teams qui vous est partagé. N'hésitez pas à interagir par ce biais. Ce que je vous propose, c'est de réserver les retours à ces questions en fin de présentation. Vous aurez aussi la possibilité en fin de présentation de télécharger le support que je vous présente là, qui est agrémenté de quelques liens qui vous permettent d'aller plus loin. Donc, pour démarrer sur la réflexion sur l'homme et la technique, j'aime bien me souvenir que à l'époque de Platon déjà, on avait des grandes interrogations sur l'innovation et sur ce que ça apportait aux hommes. Platon était horrifié
du fait de l'écriture, en se disant que si l'homme est capable de d'écrire sa pensée, d'écrire ses mémoires, il n'avait plus besoin d'intégrer cette pensée et de s'en souvenir. Et que cela nuisait à la réflexion intellectuelle et à la capacité d'accéder de façon naturelle à ces informations. Donc c'est quand même une posture importante de se dire la techno nous empêche de réfléchir ou va nous rendre plus bêtes parce qu'on n'aura plus besoin de faire travailler son cerveau. Je crois que cette partie-là, on l'a vu à travers les siècles, hein. Si je prends un autre exemple plus récent, les médecins anglais dans les années 1800-1820, à l'apparition de la machine à vapeur et les premiers chemins de fer, étaient certains que l'homme ne pouvait pas survivre à une vitesse de plus de 20 miles à l'heure, c'est-à-dire 30 km/h, parce que les organes allaient se liquéfier, on n'allait pas supporter cette partie-là, puis ils avaient des preuves scientifiques. Ce qu'on appelle maintenant les mal de transport, le fait d'être un peu nauséeux quand on est dans un véhicule, eux l'estimaient comme étant une liquéfaction du foie et du pancréas à l'intérieur du corps. Donc il y a cette réflexion assez naturelle, surtout par des personnes pensantes, en se disant cela va changer le monde et c'est forcément quelque chose de problématique où ça peut l'être. Je crois que cette partie-là, elle est en grande partie liée à un héritage globalement culturel. J'aime bien rappeler ce mythe du golem, qui est un mythe très ancestral, très antique, qui, le golem, vous savez, c'est cette créature qui est créée à partir de la terre, de boue, et puis à qui on va donner des pouvoirs magiques par une incantation et des lettres tracées sur le front et qui va obéir à son maître avec des règles assez strictes, de respecter globalement la loi et va faire respecter cette loi. Le mythe du golem, il se passe en trois étapes. La première étape, tout se passe bien. Le golem est une créature surpuissante qui va obéir à son maître, respecter les règles qu'on lui donne et qui va adorer son maître, qui lui a donné vie. La deuxième étape, il va se rendre compte que l'être humain, lui, il ne respecte pas les règles. Il triche, il essaie de biaiser, et donc il va essayer de faire évoluer son maître et puis globalement l'humanité. Puis la troisième étape du mythe de Golem, c'est le Golem se rend compte que l'homme ne va pas évoluer et que la seule façon de le faire changer, c'est par la force, et donc va s'en prendre à l'homme. Et ce mythe-là, il est présent à la fois dans ces mythes ancestraux. Là, c'est la culture juive qui nous a apporté le golem, mais on a la même chose dans la culture chrétienne. On a des mythes ancestraux qui sont souvent comme ça. Et ça a été repris dans d'innombrables ouvrages, histoires qu'on s'est racontées, qu'on a rédigées, qu'on a mis à l'écran dans des films, dans des séries. À chaque fois, cette technologie créée par l'homme va à un moment prendre le dessus et menacer l'humanité. Et là, on est sur ce constat, en fait, historiquement, culturellement, on a appris à se méfier de la technologie par ces contes et légendes qui ont été racontées, adaptées au fur et à mesure de la vie. Et je crois que là, dans l'arrivée de l'IA générative, il y a ce double fantasme, à la fois la grande attraction, on est attiré par cette nouvelle technologie, et puis globalement la peur qu'elle suscite. Euh, Pourtant, on peut se dire aussi que ce n'est qu'un outil. Et un outil, globalement, c'est ce qui a fait l'homme et l'humanité, cette notion de être capable de fabriquer quelque chose qui est meilleur que l'homme pour une tâche dédiée, pour augmenter ses capacités, se simplifier la vie, etc. Donc, un outil, c'est plus efficace que l'homme pour une tâche donnée. Un marteau va être plus efficace que ma main pour planter un clou. Et c'est fait pour ça. Si on voit un peu l'évolution des métiers, puis qu'on fait un focus sur les métiers créatifs, c'est notre sujet aujourd'hui, on peut se plonger dans les années 70 avec des outils qui ont été créés pour les designers graphiques. Il y avait ces lettres à 7, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est ces planches de film transparentes sur lesquelles sont apposées des lettres noires. Et quand on va venir les apposer sur une feuille de papier et gratter ce film, la lettre va se décalquer sur le papier, va se déposer sur le papier. Euh, Cette technique permet de faire des lettrages, ce que vous voyez également à l'écran, avec des titrages extrêmement composés. On peut choisir, être extrêmement créatif avec cette partie-là. Le souci, c'est que si on se rend compte que la typo est trop petite ou qu'on veut changer pour une typographie avec serif ou un autre empattement, eh bien, on est obligé de jeter sa feuille et de recommencer, de bien passer du temps à gratter les lettres qui ne vont plus et en mettre des nouvelles en allant chercher les planches, en achetant des planches particulières. Le deuxième outil des graphistes à cette époque, c'est l'agrandisseur photo, ce que vous voyez sur la photo plutôt de couleur rouge ici à l'écran, qui est cette fameuse chambre noire avec cette petite ampoule avec une lumière discrète.
On va mettre une pellicule qui va projeter l'image sur un papier photosensible et puis développer le papier par la suite. Donc on a tout de suite compris que l'agrandisseur, si on le monte ou qu'on le descend, on va agrandir ou réduire la photo. Donc ça, c'est pour un recadrage, un zoom, qui peut être également un élément créatif. Et puis, on a la possibilité, en mettant sa main ou un calque au moment de la projection, de faire une ombre sur le papier photosensible avec une première photo, de changer la pellicule. On arrête la projection, on change la pellicule. On met une deuxième photo, on fait une ombre sur l'autre partie du papier. Et donc, après, sera révélé un bout de la première image et un bout de la deuxième image. Et selon comment on a fait les ombres et mis ses mains, on fait une fusion entre les deux. Donc, c'est une possibilité de photomontage argentique directement sous l'agrandisseur en salle photo. Donc ça, c'est des pratiques qui permettaient de faire de la mise en forme, du photomontage, du découpage, du recadrage, tout ce que l'on peut souhaiter faire en publication assistée, là, avec ces outils. 10 ans après, on a posé un ordinateur sur le bureau des graphistes et puis on a trouvé des outils qui sont plus avancés, qui permettent de faire du titrage tout pareil, mais qui permettent également de modifier sa typographie, de modifier la taille de la typographie, de faire des duplicata pour tester les nouvelles mises en forme. Et puis, des outils comme Photoshop qui sont apparus dans ces années-là également, qui ont permis assez vite de faire du photomontage, comme on pouvait le faire sous l'agrandisseur, mais encore une fois avec la possibilité de traiter les fichiers. Donc là, on est sur ce que l'on appelle un push technologique. On a une nouvelle technologie, ici l'informatique personnelle, qui arrive et qui modifie complètement la façon dont on travaille. Et plus personne n'a utilisé de lettres A7 pour la production en série ou quelque chose productiviste, donc pour aller vite par la suite. On a pu utiliser la technique pour des choses plus artisanales ou créatives, mais l'ordinateur s'est imposé très vite comme moyen plus moderne et plus adapté et plus rapide de faire et de transmettre les éléments. Ça, on peut se poser la question, ce push techno, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre exactement la même chose? Globalement, notre graphiste entre 70 et 80, il a gardé les mêmes compétences de base. C'est-à-dire que son boulot de graphiste, c'est de faire passer un message, de choisir un titrage, une composition, de trouver les photos qu'il faut ou la composition de photos, et puis seulement les outils ont changé. Donc, est-ce que l'IA générative, c'est juste une nouvelle façon de faire une composition, de choisir les choses, et on garde les compétences de base? La réponse est oui, très clairement. On peut faire la même chose avec ces compétences-là, mais avec de l'IA pour la production, y compris pour le photomontage, pour la proposition de mise en forme, où on décrit la mise en forme que l'on souhaite et la machine va effectuer le travail. C'est une possibilité. Ce qui est nouveau avec l'IA générative, c'est qu'il y a une partie qui n'est pas juste du manuel, du geste, de l'action musculaire qui se met en œuvre, mais également une partie de la réflexion qui va pouvoir être assistée. Et ça, c'est assez nouveau et c'est surtout cet élément-là qui questionne ou qui fascine nos designers actuellement ou globalement le monde des professionnels. Ce que je vous propose, pour savoir un peu de quoi on parle, en parlant d'IA générative, je veux juste remonter dans le temps. Quand je pose la question aux étudiants de l'école, à quel moment l'IA est apparue globalement sur Terre dans l'histoire de l'humanité, la réponse n'est pas forcément 70 ans. La vraie date, c'est 70 ans. On a plutôt tendance à se dire c'est un truc à la fois très récent dans l'IA générative tel qu'on le voit actuellement, et puis on se dit bah, ça fait peut-être 10, 15 ans au maximum. Non, la date originelle de la naissance du terme intelligence artificielle, c'est 1956, c'est cette fameuse conférence de Dartmouth, vous en avez peut-être entendu parler. C'est la première fois qu'on évoque le terme artificial intelligence. Globalement, on a une vingtaine de scientifiques, plutôt anglo-saxons, qui se réunissent dans le sud de l'Angleterre et qui se disent on travaille autour de l'électronique, des mathématiques, de la logique, et puis des sciences du langage également. Mais on a des disciplines qui sont séparées. Mais en fait, on souhaite pouvoir travailler sur la même chose, c'est comment est-ce qu'on va créer une machine plus intelligente, dans le sens qui va mieux traiter l'information et avec laquelle on va pouvoir échanger. Donc l'objectif de rejoindre des linguistes et des personnes plutôt experts en électronique, en informatique, qui est une science naissante à ce moment-là, c'est cette réflexion de l'interaction humain-machine et comment est-ce qu'on va développer une machine dite intelligente.
il y a un point important, quand on utilise en anglais le terme Artificial Intelligence, le intelligence, le I, c'est le même I que dans CIA, CIA, Central Intelligence Agency. Et là, le intelligence, on le comprend un peu plus comme un traitement optimisé en fait, de l'information. Et, et quand on l'utilise avec artificial intelligence, on a plus le sentiment du terme anglais qui est smartness, la réflexion intelligente. Donc il y a deux termes en anglais pour évoquer cela, mais qui est assez trompeur en fait sur la façon dont on l'utilise. Toujours pour faire un petit point sur les dates, je vous emmène en 1997, qui est un moment important. Entre-temps, on a développé différentes réflexions autour des réseaux neuronaux qui permettent de travailler des algorithmes de façon différente et de ce qu'on appelle des systèmes experts. On paramètre des systèmes et c'est ce qui amène à ce duel entre l'être humain le plus fort aux échecs, avec le Elo score aux échecs le plus haut, qui est Kasparov, qui est un joueur russe, et l'ordinateur américain créé par IBM et son programme, bien sûr, qui s'appelle Deep Blue, qui est un ordinateur américain. Donc on est un peu sur un revival de la guerre froide, hein. On a le plus grand cerveau russe avec le plus gros ordinateur américain qui se battent aux échecs. Et on a la machine qui a une force brute, à savoir une capacité de calculer des coûts à l'avance plus importante que le cerveau humain, qui finit par remporter la bataille contre cet humain. Et là, les gens sont assez déçus de se dire l'ordinateur est meilleur que l'homme. Et l'ordinateur nous bat, on n'a plus la capacité intellectuelle de se comparer à ces machines. Moi, j'ai cette réflexion qui revient sur ma définition de l'outil, c'est on a mis les meilleurs ingénieurs de l'Amérique du Nord avec des budgets quasi illimités pour faire un ordinateur assez costaud pour battre un cerveau humain. Donc on a mis des dizaines de personnes brillantes et beaucoup de matériel. Globalement, on a fait un outil dont le but est d'être meilleur que l'homme pour une tâche très spécifique, jouer aux échecs, il ne sait rien faire d'autre. Et on a réussi. Donc c'est plutôt heureux de se dire que l'être humain a réussi à fabriquer un outil meilleur que lui sur une tâche dédiée. Le deuxième point, on peut se dire, depuis 1997, plus aucun humain n'est en capacité de battre un ordinateur aux échecs, et on peut s'en attrister. Le truc qu'on dit moins, c'est que depuis 1997, le Elo score moyen des champions d'échecs n'a cessé de grimper. C'est-à-dire que depuis que les humains ont une machine qui les bat à chaque fois, mais qui peut aussi les challenger, leur montrer des nouvelles stratégies et les obliger à être encore meilleurs, eh ben, ils deviennent meilleurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut garder en tête. On peut, avec le bon bagage de départ et un bon challenger IA, devenir meilleur dans ses propres réflexions. La deuxième date, un peu dans la même lignée, c'est ce duel entre AlphaGo et Licedol. AlphaGo est un ordinateur et un logiciel développé par un groupe de chercheurs britanniques et racheté par la suite par Google. C'est Google qui a subventionné ce développement. Et son challenger, c'est Licedol, qui est le champion toute catégorie du jeu de Go, qui est coréen. Et encore une fois, c'est l'IA qui gagne, après pas mal d'histoires sur cette partie-là. Mais là, la technologie des systèmes experts qu'on avait développés précédemment ne fonctionne pas. Au jeu de Go, c'est pas aussi mathématique, logique que les échecs et on ne peut pas calculer en cours de partie quels sont les coups qui vont nous faire gagner. Et là, c'est la mise en application d'une technologie qui est arrivée dans les années 90, inventée par un Français qui s'appelle Yann Lequin, qui est le machine learning. Pour faire ça, on a appris à la machine, ou plus exactement, on a donné des datas à la machine qui a appris elle-même comment jouer au jeu de Go. Et donc, c'est par le fait de renforcer cet apprentissage par beaucoup de données, et puis à la fin de dire juste tu as gagné ou tu as perdu, que la machine, après des milliers et des milliers de parties, s'est créé ses propres stratégies et a appris elle-même comment gagner. Et donc, ça, c'est un élément qui est extrêmement intéressant. Et là, ce qui est super avec ce genre d'outil, c'est que non seulement c'est capable de jouer au jeu de Go, mais si on met d'autres datas en entrée, on peut être bon dans un autre domaine. Le machine learning a cette capacité. Et notamment, la base d'AlphaGo a servi, notamment à Google, de faire des logiciels spécialisés dans le domaine de la médecine, entraînés avec des données médicales, que ce soit des analyses ou des images médicales, pour détecter des cancers, des maladies rares, des fractures, etc. Et puis dans le domaine de la météorologie, on a
un pendant qui est capable de détecter des signaux envoyés par la Terre, des signaux météo, alors que ce soit de l'hygrométrie, la température, des variations, etc., et qui détecte bien mieux que les humains des cyclones, des tempêtes tropicales, des choses qui, avec nos modèles qu'on utilise depuis 50 ans en météorologie, euh, ces modèles ont besoin d'évoluer parce que le climat change assez rapidement et on n'a pas forcément détecté les signaux qui nous montrent qu'il va se passer un événement spécifique. Donc le machine learning permet de faire ça. Encore une fois, on a fait un outil, cette fois on a aussi fait un outil qui peut s'adapter à différents contextes. Et ça, c'est assez nouveau et vraiment intéressant. Et ce genre d'outil a permis, ce qu'on a connu dans les années 2022-2023, à faire notamment du chat GPT et les générateurs de texte, et puis ces générateurs d'images qui ont servi dans des domaines comme la création d'un visuel type pictural et qui a gagné un concours dans le Colorado en 2022, et puis cette photo proposée au concours de Sony World Photography Award en 2023. Euh, à chaque fois, on a beaucoup parlé de ces victoires, c'est-à-dire qu'il y a un jury qui a estimé que cette photo ou cette peinture était meilleure que d'autres. Dans le cas de la photographie d'Elgelsen, qui est un photographe allemand, il n'a pas pris son prix. Il a dit, bah, désolé, vous me donnez un prix photo, mais c'est pas une photo. Je l'ai généré avec ces Midjourney, qui est l'outil qui a servi à ça, et donc je ne mérite pas ce truc-là. C'est un peu le canular ou pour montrer la limite du système. Euh, Moi, il y a quand même un truc qui m'interpelle. Je trouve que cette photo, elle est belle. Elle a du toucher, elle a de l'émotion, elle a de la composition, elle a un grain particulier. Et je suis persuadé que c'est parce que c'est un photographe qui l'a générée qu'elle est comme ça. C'est-à-dire qu'à la fois dans les instructions, dans les itérations, dans les références, et puis dans les choix successifs, parce que c'est pas une photo qu'on a en un seul prompt, on a des choses qui sont apparues et c'est l'œil du photographe qui a révélé ça. Et je crois que c'est un élément qui est important. On va parler de l'enseignement du design, mais le fait d'être bon dans un domaine et d'avoir la culture et d'avoir des éléments de vocabulaire à apporter amène ce genre de réflexion. Donc après, on a plein d'autres victoires de l'IA hein, dans le domaine des mathématiques. On disait à l'époque qu'il faudrait encore 10 ans avant que des IA puissent résoudre des problèmes de maths. Ça a été plié en 2025 avec des médailles aux Olympiades des mathématiques. Après, on a eu un usage qui n'était pas uniquement par des gros ordinateurs spécifiques, mais tout le monde a pu utiliser des modèles très avancés. Hein. On a vu cette partie-là avec ChatGPT, avec Midjourney, avec Gemini, qui chacun ont sorti des modèles mois après mois, semaine après semaine, qui étaient meilleurs que le précédent. Et tout le monde a pu goûter un peu à cette partie-là. Ce que je vous propose, c'est un panorama des usages plutôt pour les designers. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine du design? Je garde l'exemple du designer graphique de tout à l'heure. Je parlais de Photoshop comme outil qui est apparu dans les années 80. Photoshop existe toujours, est toujours installé sur les ordinateurs, dans les studios des rédactions pour faire du photomontage notamment, la retouche photo. Et il y a des outils d'IA qui sont directement intégrés dans cet outil. Donc, outil historique plus outil d'IA. Donc là, c'est un modèle qui s'appelle Firefly, qui est développé par Adobe, l'éditeur de Photoshop, et qui permet de faire une sélection, de prompter, rajouter un lampadaire, ou de sélectionner une zone vide et de générer un morceau d'image. Et ça se fait en quelques secondes, et le résultat est tout à fait convaincant, correct. Ça, on peut le faire sans IA, mais ça peut prendre du temps. Je vais aller sélectionner une photo dans une banque de photos ou faire un shooting. Je vais le détourer, je vais l'intégrer. Et puis après, je vais me rendre compte que la colorimétrie n'est pas super ou que les ombres ne sont pas tout à fait pareilles. Donc, je vais prendre du temps pour faire la retouche pour avoir quelque chose de crédible. Pareil pour reconstituer un bout de canapé, c'est quelque chose qui est faisable mais qui n'a aucun intérêt de prendre un morceau, de le déplacer, de s'assurer que ça apparaît à l'œil intéressant, de recréer les formes. C'est faisable, mais ça peut prendre une demi-journée. Moi, j'ai travaillé en agence de pub. J'ai pu faire des détourages compliqués ou des choses qui pouvaient ressembler à ça. Ça prend une demi-journée, ça prend une journée pour faire un truc que l'IA peut faire en 20 secondes, en une minute, avec une itération, et qui n'a aucun intérêt pour le graphiste de l'avoir fait. Donc ça, c'est des outils qui sont directement intégrés. On voit depuis 2025 des choses qui sont de l'intégration d'outils externes, et on va aller de plus en plus vers ça, c'est-à-dire qu'on pourra choisir son modèle. Là, c'est Nano Banana, le modèle de Google Gemini qui est intégré directement dans Photoshop. Et puis, ben, on va prompter, je veux que les vases qui est dans l'autre photo arrivent dans celle-ci et qu'ils boivent dans le vase. Donc voilà, ça donne ça. Après, je vais choisir de lui changer sa coupe de cheveux. Donc, je vais lui dire de lui faire des cheveux blonds et longs.
et je vais avoir les éléments, etc., etc. Donc là, le graphiste a toujours son pouvoir de créativité, mais il ne va pas forcément passer le temps de l'exécution. Il va plutôt réfléchir à ce qu'il veut, il va donner les éléments de départ, il va donner les instructions, et les choses vont se faire. De la même façon, on peut créer des images tout à fait originales et picturalement intéressantes avec du prompt, tout comme Elgelson l'a fait au concours photo. Ben, on peut, avec un prompt un peu travaillé, obtenir des styles qui sont particuliers. Ce que je trouve intéressant sur cette partie de je crée à partir de mes propres mains, je vais faire un dessin et puis assez vite, je vais arriver sur un résultat qui va me mettre en volume, qui va me mettre en contexte. Ça, c'est super intéressant. Pour un designer, et je le vois beaucoup pour des juniors, pour les étudiants, il y a un degré un lien affectif qui se crée avec sa création. Et si je fais un dessin, que je prends le temps de le vectoriser, de le mettre sur informatique, puis de le passer en 3D, puis de lui mettre de texture, puis de l'éclairer, si je me rends compte à des étapes un peu finales que c'est pas parfait quand je commence à le tourner, il y a des soucis de proportion, où on se rend compte de problèmes d'ergonomie ou de fabricabilité, on va chercher des petits patchs pour modifier les choses, mais comme on a déjà passé 1 heure, 2 heures, 2 jours à fabriquer sa maquette, on risque de ne pas souhaiter la mettre à la poubelle pour recommencer. Ce qui est intéressant là avec l'IA, c'est qu'on peut, à partir des esquisses de démarrage, projeter des possibles, prompter des différences, jeter son sketch de départ et en recommencer un autre. Et donc, ça permet d'être plus exigeant sur ce que l'on veut, parce qu'on aura moins accordé d'importance au temps passé, parce que ce temps-là se réduit. Donc, c'est plus l'importance du concept et de ce que l'on fait que du temps passé à le produire. Et je trouve que cette partie-là est intéressante. Alors, l'IA permet également de produire des vidéos. Ça, c'est des choses que l'on aurait pu faire avec des moyens audiovisuels ou la production image par image. Mais encore une fois, pour faire ce genre de choses, bah, si on doit préparer sa typographie, sa composition, faire des premières photos, des premiers tournages avec des éléments et après faire de la 3D, faire des effets spéciaux pour que ça ressemble à cette disposition de viande, par exemple, ça peut assez vite prendre plusieurs jours de tournage et une expertise très, très spécifique alors que ça peut se faire effectivement en très peu de temps avec de l'IA pour tester l'idée, et sans doute on ne l'aurait pas fait sans IA, cette partie-là. Ce que l'on peut voir, c'est que les outils nouveaux arrivent. Ici, on a un outil qui s'appelle Viscom, qui est un outil qui est fait pour les designers et qui permet de passer du sketch à la représentation en 3D. Donc, ça permet de faire ce que je vous évoquais juste avant, avec un outil qui intègre la totalité du process. Un dessin sur papier, un dessin sur tablette graphique, et puis des itérations, des matériaux, la réutilisation de matériaux dans différentes propositions, modifier les choses, passer en 3D, faire différentes vues. Voilà, c'est des choses classiques que l'on fait en 3D. On peut avoir des choses un peu équivalentes avec ce que l'on appelle de la simulation numérique. Donc là, on a des modèles 3D et puis des moteurs qui vont calculer des calculs de force, de charge, d'épaisseur de matériaux. Et à partir de ça, on peut proposer de générer automatiquement des formes. Donc là, on a des formes qui sont un peu organiques et qui permettent d'avoir de multiples propositions et de les filtrer par la quantité de matériaux utilisés, par la résistance, par le look et donc après faire une sélection de ce que l'on veut tester et après envoyer sur l'impression 3D, sur la fabrication additive ou soustractive, etc. Donc ça, dans les différents domaines, on va avoir ce questionnement. Dans le design d'espace, on passe beaucoup de temps à faire des 3D pour représenter ses idées et puis pour vendre un peu ses concepts, pour illustrer, montrer le style et puis se rendre compte des éléments. Mais je crois que le rôle du designer, c'est pas d'être maquetteur 3D en fait. C'est pas de passer son temps sur un logiciel à faire des choses les plus réalistes possibles. Et si cette phase de production peut être régulé, redirigé par une machine et raccourci globalement, et que le designer a plus le temps pour designer, c'est-à-dire s'assurer que l'ergonomie, les matériaux, les passages, la réflexion, la disposition est pertinente, on est sur quelque chose qui gagne encore une fois en qualité. Et puis cette idée de présenter un futur possible, de se projeter dans l'avenir, c'est aussi un élément important. Là, c'est un exemple de travaux faits à l'école de design avec différents outils. Là, l'idée, c'est d'être capable de raconter. Donc là, on s'est projeté sur l'estuaire
de la Loire et la montée des eaux, les pluies, et comment est-ce que l'urbanisme, et comment est-ce que le paysage va se modifier, et comment est-ce que les villes auront à réfléchir à les éléments en cas de montée des eaux, dans des domaines industriels, dans des domaines urbains, etc. Donc ça, pour emmener des personnes dans ces réflexions-là, y compris des décideurs politiques qui vont se projeter sur des choix d'urbanisme, eh bien, le fait de le représenter, alors là, on est sur un travail d'étudiant fait sur un temps court, mais on peut tout à fait le mettre en situation dans les rues concernées, avec les éléments, avec des vrais projets. Donc, pour tous les métiers, les designers graphiques, on peut faire des objets 2D, les mettre en mouvement, animer de la 3D avec des outils digitaux et avec de l'IA. On peut avoir des choses qu'on a créées sur papier ou à la main sur tablette graphique ou via des logiciels comme Photoshop ou Illustrator, et puis créer des itérations, des modifications, de l'animation assez simplement maintenant. Et encore une fois, ça peut être une réflexion intéressante. On a des styles un peu sur étagère qui sont présents dans les logiciels. Là, c'est Midjourney que je vous présente, qui est un outil accessible via le web. Donc, ça pose une vraie question sur comment ces styles ont été créés. Globalement, on a spolié les créations de gens qui avaient mis sur Internet leurs œuvres, les choses qui ont été numérisées. Et donc, il y a un vrai questionnement sur les droits d'auteur de ces styles-là. Mais ça fait réfléchir un peu au métier du designer graphique, le directeur artistique de demain. Il aura à prendre en compte que on peut générer des choses à partir d'un style, et que le vrai risque pour les entreprises, c'est que d'autres entreprises prennent le même style sur étagère et des choses qui ressemblent. Et le directeur artistique de demain, il va apprendre, il va produire lui-même l'entraînement de modèles à partir d'une base d'images qu'il aura créée lui-même ou qu'il aurait personnalisée par lui-même. Et donc, il va livrer à son client, non pas des images, mais un modèle permettant de générer des images qui vont être pile poil dans une charte graphique et que cette entreprise-là aura en sa possession. Et donc, des styles de couleurs, des styles d'illustration, des typologies d'images photoréalistes vont être choisis en amont et le client final aura la possibilité de générer sa mascotte avec le bras en l'air ou une photo d'ambiance qui a été cadrée par une direction artistique en cohérence avec la charte graphique. Donc, on voit que là, l'évolution de la techno permet l'évolution du métier même de directeur artistique, par exemple. Dans les domaines numériques, il y a des outils qui n'étaient vraiment pas concluants il y a un an et qui commencent à être vraiment intéressants au niveau de la production. Et donc, la façon dont on produit change un peu, ou au moins on a la possibilité de faire assez rapidement du maquettage pour se rendre compte d'un élément. Et on se rend compte que plutôt qu'avoir une phase de je comprends un problème et je vais passer du temps à faire une hypothèse, à travailler sur des solutions et à produire cette solution graphiquement, des maquettages extrêmement rapides peuvent arriver de bonne heure dans le projet pour juste tester est-ce que l'hypothèse que j'ai est intéressante ou pas pour l'utilisateur final et pour l'écosystème des personnes qui vont l'utiliser. Et on va valider des éléments avant de passer à une production parfois plus manuelle, plus artisanale ou plus classique, je dirais. Mais on va insérer des briques d'IA sur des éléments juste de validation de concept. Et ça, c'est des éléments très nouveaux et vraiment intéressants. On voit également que l'IA arrive dans des domaines euh, au niveau de la recherche utilisateur, c'est-à-dire en tout début de projet, pour bien comprendre quels sont les problèmes, quel est le contexte, quels sont les usages des personnes. On va faire des interviews, des observations de terrain, et parfois, sur des projets, on va se limiter à 2, 3, 4 utilisateurs qui vont faire référence, parce qu'on aura la difficulté d'en traiter plus, c'est-à-dire de faire des comptes rendus, d'analyser finement ce que les gens nous ont dit pour trouver quel est finement le problème ou quelles sont les pistes intéressantes relevées par ces interviews. Là, l'IA nous permet de faire des transcripts automatiques, de faire de la sémiotique, de croiser en sémantique les différents retours et de ressortir les éléments qu'on a pu identifier avec une masse d'informations plus importante. Et donc, ce que ça peut faire évoluer au niveau des métiers, c'est que on peut passer plus de temps sur cette phase de ce qu'on appelle la discovery dans le domaine UX design, c'est-à-dire la fine compréhension du problème et l'étude d'utilisateur en amont. Et ça, on peut le multiplier à différents moments du projet. On peut de la même façon générer du texte, c'est peut-être la partie la plus visible. Vous aurez ce support, vous pourrez revenir sur ces choses-là, mais il y a des conseils sur comment construire ces prompts et comment donner une identité, donner du contexte et puis donner des instructions claires sur la chose à faire, la façon dont on veut le sortir, sous quelle forme. Là, j'ai pris l'exemple pour un designer graphique qui veut faire la relation client. Donc, globalement, un freelance qui veut se lancer, l'IA peut lui permettre
d'avoir la possibilité de générer des emails, des factures, des choses comme ça, avec des choses qui sont extrêmement qualitatives, sans que ça lui prenne beaucoup de temps. Et donc, ça, c'est un élément qui est intéressant parce que, encore une fois, le designer, il peut se concentrer sur le fait de designer et pas forcément de gérer une partie relation client. Là, c'est un exemple sous le chat de Mistral de ce que peut donner cette partie-là. En fonction de ces instructions, je vais avoir quelque chose que je peux tout à fait utiliser en copiant, collant dans un email directement pour envoyer à mon client cet élément-là. Donc ça peut permettre à des designers de se lancer en freelance plus facilement parce que cette partie de trouver les mots pour cette relation client, le conseil peut se faire. Une fois qu'on a des prompts assez bien fichus, on peut aussi se dire, bah, je vais faire un assistant, c'est-à-dire je vais introduire mon prompt à l'intérieur d'une boîte noire et puis à chaque fois que je vais activer cette boîte noire, bah, je vais lancer un processus. Et donc, pour les choses que je vais faire souvent, je vais gagner du temps à avoir préparé mes assistants, mes prompts pour cette partie-là. Et puis, ces assistants, si je commence à les connecter entre eux, c'est ce qu'on appelle des agents. Et donc, je vais créer un système qui va me permettre de gérer ma relation client, si je garde cet exemple-là, avec du suivi de commande, avec des éléments un peu automatisés, et qui va encore une fois me permettre de cartographier mes besoins et puis de me libérer du temps pour faire mon vrai travail et que cette partie-là, bah, je puisse être aidé, assister. Et là, il y a des outils qui marchent pour ça. Donc, si on veut faire un petit premier bilan là-dessus, on peut se dire que l'IA, c'est à la fois la porte de la méthodologie, ça va me permettre de réfléchir, de ressortir ce qu'on appelle des insights de mes interviews, de retrouver des éléments importants, d'avoir des outils de production pour faire du visuel, du texte, de l'image, animé, etc. Et puis, c'est également l'opportunité de faire des nouveaux produits ou de faire des produits différemment, d'intégrer des fonctionnalités d'IA à l'intérieur même du produit que je vais proposer. Alors, ça peut être des services numériques, mais de plus en plus, des automobiles, des objets connectés vont intégrer des fonctionnalités qui intègrent cette partie-là. Et c'est important pour un designer d'avoir ces trois aspects. La méthodologie, comment je vais l'utiliser pour euh, m'assister au fur et à mesure de mon travail de gestion de projet, la production, comment des éléments je vais pouvoir raccourcir le temps de production, et puis comment est-ce que ça va me donner l'opportunité de changer aussi la façon enfin, ce que je produis en intégrant des fonctionnalités adaptées à certains usages. Alors, ça a plein de limites éthiques, cette partie-là. Ça intègre des biais. Donc, je vous disais, l'entraînement de modèles se fait à partir de données qu'on va lui entrer. Donc, les données, globalement, c'est la totalité du web depuis 30 ans. Et si dans ces éléments-là, un docteur est représenté plutôt sous forme d'un homme de 45-50 ans, bien coiffé, eh bien, les générateurs d'images devront nous proposer que des hommes bien coiffés. Et donc, on n'aura pas de diversité de couleurs de peau, on n'aura pas de femmes dans ces représentations-là. C'est un exemple de biais, on en trouve un peu partout sur cette partie-là, la surreprésentation anglo-saxonne. Donc, ça ne va pas être adapté à pas mal de zones du monde. Et puis, le vrai questionnement de est-ce que ce qu'on faisait il y a 20 ans doit faire référence dans ce qu'on crée actuellement. Il y a un vrai enjeu d'impact social. Qu'est-ce que ça change d'entrer dans un processus de l'IA? Donc ça, c'est dans ce qu'on fait soi-même. Et puis, il y a aussi la conscience de les outils d'IA qui ont été faits et pour qu'ils soient qualitatifs, il y a des humains qui travaillent derrière et pas toujours dans des conditions intéressantes. On a ce qu'on appelle des data workers qui travaillent du clic en disant ça c'est bon, ça c'est pas bon, payé vraiment au lance-pierre. Donc ça pose cette question-là. Je l'évoquais tout à l'heure avec la notion d'image, le droit d'auteur de ce qu'on a utilisé pour entraîner les moteurs d'IA. Il y a une propriété intellectuelle dessus qui n'a pas été respectée, donc ça pose question. Et puis la question de la consommation d'énergie. On a des vrais efforts qui sont faits des producteurs de modèles d'IA pour réduire la consommation d'énergie du modèle. Mais en parallèle, globalement, on a des modèles qui consomment 4 fois moins d'énergie qu'il y a 2 ans, donc on peut s'en réjouir. Mais comme ils sont utilisés 10 fois plus, on a cette courbe ascendante de consommation d'énergie qui pose vraiment question et qui nécessite pour un designer de faire ses choix, si c'est développé à grande échelle, à quel moment c'est intéressant, si c'est que pour lui sur un moment de conception et que ça économise beaucoup de temps et de jours hommes, c'est intéressant. Je prends l'exemple, si je modélise en 3D un élément avec ma carte graphique et tourne pendant 5 heures parce que je suis en train de modéliser, je consomme plus d'énergie que si je génère un rendu qui ressemble à de la 3D avec de l'IA. Donc il y a des moments où c'est intéressant. Par contre, si on le développe à grande échelle pour tous les utilisateurs avec une fonctionnalité un peu futile, là, ça pose vraiment question. Donc c'est important de comprendre ça et d'être acteur et faire ses choix. Et puis ça a des choix, des limites également stratégiques pour les entreprises. Je vais passer rapidement là-dessus, mais on a ce qu'on appelle le shadow AI, c'est-à-dire le fait d'utiliser une IA sans que l'entreprise ait
développer cette chose-là. Donc, on l'utilise de sa propre façon. Ça crée des fuites de données vers les acteurs, parce qu'on utilise des modèles gratuits pour faire ça. Et donc, les modèles se payent en utilisant ces données-là pour l'entraînement. Donc, on peut avoir des fuites de propriété intellectuelle là-dessus. Ça crée une dépendance technologique, hein. Globalement, si on a misé toutes ces compétences sur des agents qu'on a développés avec un éditeur, cet éditeur, on en devient dépendant. S'il augmente ses prix ou s'il arrête de fonctionner, eh bien, on a des vrais soucis. Liés à cette dépendance, il y a la notion de souveraineté. Si j'ai des outils qui sont sur des serveurs sur un autre continent, comment est-ce que je peux garantir que mes données ne sont pas exploitées différemment? Donc, ça, c'est un vrai questionnement pour les entreprises de développer en local des modèles qui permettent de faire leurs outils de production. Et puis, il y a un élément dont on parle moins, c'est la dette d'apprentissage. On commence à rentrer en compétition entre des agents qui vont aider des designers déjà en place à produire des éléments et ce qu'on appelle des juniors, des gens qui sortent avec un diplôme et qui se disent que, enfin, globalement, pourraient faire ces mêmes travaux de départ. Le problème qu'on a là-dedans, sur cette dette d'apprentissage, c'est que quand les seniors vont changer d'entreprise ou partir à la retraite, et si on n'a pas recruté d'autres designers entre-temps, eh ben, on n'a pas transmis le savoir-faire, on n'a pas questionné les pratiques. Et c'est vraiment ce que font les juniors, d'arriver et d'être la digne succession ou meilleur que leurs prédécesseurs parce qu'ils ont eux-mêmes appris des éléments. Donc ça, c'est des enjeux importants pour les entreprises. Puis ça pose la question de la place du designer dans tout ça. Euh, Moi, je suis plutôt optimiste là-dessus, avec l'idée de se libérer des contraintes d'exécution. C'est ce que nous dit Gauthier Zimmermann. Le métier de designer, c'est pas de faire des maquettes, c'est de trouver une solution à un problème. Et globalement, si les maquettes sont assistées et se font en partie de façon automatisée, avec des instructions qu'on donne, bah, ça laisse plus de temps à bien comprendre le problème et à trouver des solutions créatives. Donc c'est un peu la même lignée que Tim Cook, l'ex-PDG d'Apple, sur la notion de permettre aux créatifs de se concentrer sur leur vraie mission. J'aime bien cette citation d'Alexandre Geffen, qui est à la fois directeur de recherche aux CNRS et qui publie des réflexions un peu philosophiques sur le lien avec la technologie, qui évoque qu'une IA, globalement, c'est conservateur. Ça fait du futur à partir du passé. C'est sur des données du passé que les modèles sont entraînés et ça produit des éléments de ce type-là. Et puis, on peut se dire que c'est un outil d'aide à la décision. L'IA n'est pas là pour prendre des décisions à notre place, mais à nous aider à les prendre. Donc, notre philosophie à l'école de design, c'est que de toute façon, les étudiants utilisent l'IA. On fait des sondages, on voit les usages. Les étudiants utilisent l'IA et quand on pose la question aux professionnels, les designers utilisent l'IA. On a le même usage sur différents niveaux, différentes réflexions, différents niveaux de maturation. Mais globalement, la question qu'on se pose à l'école, c'est pas faut-il autoriser ou interdire l'IA, et ça n'a jamais été, c'est comment est-ce qu'on apprend à nos étudiants à bien l'utiliser. Et ça, c'est un élément qui est central dans notre pédagogie et on a fait évoluer nos méthodologies et notre pédagogie autour de ça. Globalement, la posture pédagogique d'une école, elle est souvent comme ça. Il y a un sachant, un enseignant, et puis il y a un groupe d'étudiants qui va recevoir une formation, une façon de faire, une méthodologie. Alors, nous, on a déjà depuis 30 ans une autre méthodologie qui est le learning by doing, le fait de passer en mode projet, on va faire des choses, et l'enseignant, il va accompagner les équipes à faire quelque chose. Et donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on fait depuis longtemps et qui est extrêmement formateur dans le domaine du design, qui amène la compétence par l'expérience. Et ce qu'on se dit, c'est que l'IA générative, c'est juste une personne de plus autour de la table. C'est à la fois l'assistant de l'enseignant et puis l'assistant de chacun des designers qui sont en formation et qui vont être en capacité de questionner les outils, de questionner les méthodes et de questionner la façon dont on fait un projet en utilisant ce genre d'outils. Alors, vous l'avez compris, moi je suis tout à fait optimiste sur le fait que l'IA soit positive pour un designer, mais je suis aussi assez réaliste sur le fait qu'on ne peut pas l'apprendre n'importe comment. Et globalement, la vision de l'école, c'est de se dire on ne peut pas apprendre à utiliser l'IA avant d'avoir appris à être designer. Et globalement, on va répartir les apprentissages avec une découverte, un peu de prompting, une acculturation de comment ça marche, de quelles sont les limites sur la première année. En deuxième année, on commence à utiliser des éléments qui sont la création de visuels, et puis des éléments qui vont permettre un peu en mode bac à sable de faire des choses. Et en parallèle, on fait des projets
où on ne va pas utiliser de l'IA pour faire de la méthodo, pour faire de la production. On va apprendre à utiliser des outils un peu plus traditionnels pour apprendre les compétences de base. Et puis, l'idée par la suite, sur les années 4 et 5, c'est de mettre beaucoup plus dans le projet des productions par IA, comme on le verra dans le monde professionnel, et puis d'avoir une posture également du designer sur comment je vais co-créer quelque chose en utilisant de l'intelligence artificielle comme outil de production et comme accompagnant pour faire des personas en utilisant de l'IA et des agents personas que je vais questionner par le chat pour voir comment est-ce qu'ils vont prendre en compte ma maquette, etc. Et puis ça demande également pour le junior une posture particulière. Et on prépare vraiment nos futures générations avec ces triples compétences. Des compétences solides de design. Donc ça, c'est l'élément principal et qu'on développe vraiment sur les 5 années quand on fait le diplôme de Bac+5. On a aussi des DMAN en 3 ans, donc on renforce cette partie-là avant de rajouter des éléments de maîtrise de l'IA. Et donc, c'est bien entrer une possibilité d'utiliser ces outils dans les processus une fois on a les bases. Et puis, c'est super important d'être préparé à l'école à cet usage positif de l'intelligence artificielle. Et puis, un junior, je vous le disais, peut être concurrencé par des agents qui vont avoir des tâches dédiées. Et donc, l'idée, c'est qu'il soit le moins junior possible quand ils sortent, c'est-à-dire qu'ils aient le plus d'expérience possible. Et à l'école, on a des stages, de l'apprentissage, un semestre à l'étranger, et on a des projets qui sont faits pour des entreprises, on a des hackathons, on a des éléments comme ça, qui font que quand un designer sort avec son diplôme, il a déjà l'équivalent de 2 ans d'expérience professionnelle avec une prise de recul sur les éléments. Et donc, c'est une vraie valeur ajoutée pour les entreprises. Donc, ça, c'est la posture par rapport à ce qu'on renforce pour nos étudiants. Pour des personnes qui ne sont pas à l'école et qui souhaitent continuer à se former, on fait évoluer également notre formation continue, notamment avec ces 2 formations qui ne sont pas encore dans notre catalogue, mais qui vont l'être dans les semaines qui suivent. Une formation qu'on développe avec Audencia autour de l'intrapreneuriat et l'IA. Globalement, comment est-ce qu'on tire parti des compétences déjà présentes dans une équipe, qu'on les questionne et comment est-ce que les outils d'IA nous permettent de les questionner et de créer un nouveau business model. Donc, pour créer une spin-off de son entreprise avec ces compétences-là. Donc, c'est une formation assez costaud sur 4 jours sur le design thinking, l'usage de l'IA et puis la création de nouveaux business models et d'innovation. Et puis, une formation pour des designers déjà formés qui va faire une formation supplémentaire sur les démarches UX et les personas agentiques. Comment est-ce qu'on va utiliser l'IA dans la réflexion centrée utilisateur, comment est-ce qu'on va faire ces personas plutôt avec des méthodes traditionnelles, et comment est-ce que ces personas, qui sont globalement des profils types d'utilisateurs, quand on va les rentrer dans un agent, on va pouvoir après les questionner directement par le chat ou leur faire vivre des scénarios et avoir leur retour d'expérience par le biais de l'IA générative. Donc ça, c'est une formation de 2 jours. Vous aurez les liens si jamais ça vous intéresse. Et puis, on arrive à la fin de cette présentation. On va être disponible pour des questions. Si vous voulez discuter avec nous, on a des portes ouvertes en soirée le 5 mai. Donc, ça approche de 17h30 à 20h30. Vous pouvez nous retrouver à l'école de design. Et puis, vous avez la possibilité de nous contacter avec les dates d'inscription en ligne. Vous avez tous les liens dans cette présentation et puis sur le site internet de l'école de design. Si jamais vous voulez télécharger les ressources euh, que je vous ai présenté, donc ce support de présentation, vous pouvez le faire en scannant ce QR code. Et puis, je vais vous envoyer également le lien dans la conversation, ce qui vous permettra de récupérer ce support de présentation avec les liens, etc. Voici pour la présentation. Je vous laisse quelques instants avec ce visuel et puis je vais revenir au chat et au Q&R que je ne vois pas avec ce mode plein écran qui va nous permettre d'échanger. Et vous avez la possibilité, je pense, également de lever la main ou de mettre votre micro si vous voulez qu'on échange vocalement. J'arrête mon partage d'écran. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Est-ce qu'il y a des questions? Comment évoluent les exigences des entreprises en matière d'IA vis-à-vis de nos étudiants, de vos étudiants? Euh, Globalement, il y a deux façons de voir les choses. Il y a, est-ce que les étudiants sont bien formés à l'IA parce que les entreprises le sont et il faut être tout de suite opérationnel. Et puis il y a la réflexion aussi de l'entreprise qui est en cours de réflexion, de mutation, qui va attendre d'un étudiant d'apporter des solutions, d'innovation. Et je crois que les deux sont importants à prendre en compte. Donc globalement, je pense que les questions se posent à l'embauche.
Où en êtes-vous de l'usage de l'IA générative? Quel exemple vous pouvez donner et quelle réflexion vous avez sur les choses? Euh, Globalement, Olivier, pour répondre à cette question-là, on organise un comité d'experts IA qui nous conseille sur la posture et qui nous font des retours sur les usages en entreprise. Il n'y a pas d'attente particulière de maîtriser un outil en particulier ou une pratique en particulier. Au contraire, plus les personnes ont des tests de différents outils, plus c'est intéressant pour les entreprises parce qu'ils seront souples, adaptables et qui pourront apporter des éléments de réponse. Nous, là-dessus, on a fait le choix d'avoir à la fois des outils un peu classiques sous licence. Je vous ai parlé de ChatGPT, de Midjourney, de Runway, c'est des éléments qui permettent de générer du texte, des vidéos. On a du Copilot pour tous nos étudiants, Copilot Chat, qui permet de générer du texte. Et puis, d'avoir également des outils open source qui sont installés sur nos machines. On a des machines extrêmement costauds installées dans notre atelier numérique à l'école. Et les étudiants peuvent venir se rendre à l'atelier pour utiliser sur ces machines des éléments dont on garantit, enfin, c'est de l'IA locale. Donc, ça reste sur le disque dur de la machine et ça génère des choses extrêmement qualitatives que l'on peut retoucher vraiment à la main sur ces outils et qui permettent d'avoir des choses très, très quali, y compris pour garantir de la propriété intellectuelle. On a fait des projets pour Airbus ou pour des grandes marques de ce type-là pour qu'il l'API, la propriété intellectuelle, est un élément prédominant et on a pu utiliser des outils d'IA qui ne sont pas sur des serveurs distants, qui ne sont pas sur des serveurs américains, etc. Un conseil pour ne pas se laisser submerger par la profusion d'outils nouveaux, apprendre, c'est aussi pouvoir se concentrer. Ouais, c'est un élément important. Euh, Globalement, on présente à la fois des outils, mais surtout une prise de recul et de position sur les outils. Donc, nous, on a arbitré sur certains outils et on va les insérer dans les formations. On va documenter ces outils-là en étant bien conscient que demain, ce ne sera pas forcément les mêmes. Mais l'idée, c'est de présenter plusieurs outils et de montrer aussi la méthode de comment est-ce que je comprends un élément qui est arrivé par ma veille peut m'apporter, donc comment je vais tester des éléments et comment je vais voir sur quel point ça peut être intéressant et à quel moment je le mets en test et à quel moment je le déploie pour mon équipe. Donc, euh, apprendre, c'est aussi pouvoir se concentrer. Je pense qu'un designer a toujours eu cette nécessité de veille, donc de voir ce qui se fait en style graphique, en nouveautés matériaux, etc., mais aussi en nouveautés d'outils et de méthodes. Et le design thinking a évolué, l'UX design a extrêmement évolué avec la génération de design system, enfin la création de nouveaux concepts qui ont. Et il y a toujours des moments où on s'est posé la question, est-ce que je passe de mon truc un peu artisanal à une industrie du design system ou. Là, on peut se poser la même chose, la même genre de question avec un outil d'IA. À quel moment je l'utilise de façon en test un peu personnel pour voir ce que ça fait, et à quel moment j'organise et j'industrialise pour passer à l'échelle sur une entreprise. Donc, je pense que c'est pas complètement nouveau, mais effectivement, je crois qu'il ne faut pas se dire que c'est parce que le modèle est sorti la semaine dernière qu'il faut absolument l'avoir testé. Il y a un effet de mode dont on va tous se lasser et je pense qu'il faut aussi prendre un peu de recul et se dire qu'il y a des choses intéressantes. Laissons avancer des personnes qui s'y mettent à fond un peu. Ceux qui vont trop vite à changer leur industrie peuvent être techno-dépendants et avec des vrais outils de souveraineté. Euh, Parfois, être un petit peu suiveur un peu après est important. Par contre, il faut rester en veille et continuer à se former. Quand avez-vous lancé vos nouvelles formations courtes, notamment celles sur le design augmenté? Quand pensez-vous lancer? Je pense que les premières sessions pourront être dès le mois de juin et sans doute septembre pour d'autres sessions. Donc là, le contenu de formation est acté. On est en train d'accompagner les formateurs sur le sujet et puis la création de cette partie-là. Donc, je pense que c'est imminent. Dans le QR code et le petit lien que je vous ai mis, j'ai posé une question sur le formulaire. Souhaitez-vous avoir de l'info sur de la formation continue? Oui, non. Et si vous remplissez cette partie-là, ça vous permettra d'avoir, dès que la plaquette est prête, de la recevoir par email et puis de faire vos choix là-dessus. Merci à tous, en espérant que ça nourrisse vos propres réflexions. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn où j'ai tendance à partager un peu mes pensées, donc n'hésitez pas à interagir par ce biais.